Philippe, je voulais justement te faire réagir par rapport aux interpellations de Laure de la Raudière sur la qualité des réseaux, la qualité de services, liée en particulier au raccordement. Savoir où on est finalement à la mise en œuvre du fameux contrat stock V2 au niveau des entreprises de la filière. Oui, tout à fait. Merci Pierre-Michel. Et déjà, je voudrais te remercier pour cette invitation, féliciter aussi SWP et KPMG pour ce bel événement. Ça fait effectivement plaisir de se retrouver pour débattre de ces sujets stratégiques. Et Madame la Présidente, chère Laure, vous avez tout à fait posé le décor. Mais comme d'habitude, vous avez bien raison de vous préoccuper de la qualité des réseaux que nous déployons aujourd'hui, ce chantier qui nous mobilise tous et dont on voit sur les réseaux sociaux ou par les plaintes reçues par les élus que beaucoup de choses restent à faire. Donc il ne faut absolument pas ignorer la réalité des difficultés terrain que nous rencontrons. Peut-être qu'en préambule, et avant de répondre sur tout ce que nous faisons pour améliorer les choses, je voudrais peut-être relativiser un peu, en tout cas remettre dans le contexte. Rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, ce qu'il est advenu lors du déploiement du réseau cuivre, tout ne s'est pas passé sans heurts. Lorsqu'il s'est agi de dégrouper, tout ne s'est pas passé sans heurts non plus. Et nous avons une particularité sur ce plan, c'est, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais c'est l'extraordinaire appétence, l'extraordinaire rapidité avec laquelle ces réseaux se déploient, avec lesquels les abonnés souscrivent. Plus de 4 millions, vous avez dit, on a déployé un peu moins de 6 millions de prises en 2021, et dans le même temps, 4 millions de personnes, de foyers, se sont raccordés. Donc ça n'explique rien, ça n'excuse rien, mais toutefois ça permet de relativiser. Alors maintenant, évidemment, Infranum, qui représente l'ensemble des acteurs de la filière, s'est emparé du sujet, nous travaillons dessus. Et d'ailleurs, peut-être un peu en réponse aux attentes institutionnelles de l'époque, en 2019, nous nous sommes emparés de la question de l'application du mode stock et nous avons même produit une version améliorée, augmentée, du mode stock avec le mode stock V2. Force est de constater qu'il a été extrêmement long d'obtenir la signature par l'ensemble des acteurs concernés, la signature de ces accords lors du dernier comité de pilotage du plan France Très Haut Débit. On apprenait en réunion, en session, rappelez-vous, que certains venaient juste de signer cette convention. Alors, ce que nous demandons maintenant, que les conventions sont signées, nous demandons leur application stricte et réelle. Quand des acteurs signent entre eux un accord pour la qualité des réseaux et leur déploiement, la moindre des choses, c'est de permettre leur bonne application. Donner les moyens, il nous faut donner les moyens à ceux qui pourraient se sentir lésés, d'un côté ou de l'autre de la table, d'appliquer, de faire appliquer, d'exiger l'application de ce contrat, dès lors qu'il va dans le sens, évidemment, de l'intérêt de la filière et de la qualité des raccordements. Nous demandons également la possibilité pour les parties concernées de contrôler les sous-traitants, de vérifier la réalité des déploiements. On parle beaucoup du compte-rendu d'intervention. On voit que, on avance en marchant, et pour positiver, je pense que tout cela prendra du temps, mais ça ne pourra aller que mieux, que progressivement, les process industriels seront de plus en plus rodés, et que le dialogue entre les parties, parce que tout le monde a intérêt en fait à ce que ça marche bien, personne n'a intérêt à faire du mauvais travail, que les parties conviennent d'un accord et d'une bonne application dans le temps. J'espère que 2022 sera mieux que 2021 et que 2023 nous renverra à des standards de qualité largement meilleurs que ce que nous avons connu, tout en relativisant. Alors, pour autant, je pense qu'il y a aussi un autre sujet, un autre enjeu, c'est toute la chaîne de sous-traitance. Nous avons demandé dans le mode stock V2 la limitation du rang de sous-traitance à un sous-traitant, derrière le sous-traitant de l'opérateur commercial. On ne veut pas de sous-traitance en cascade. Et en même temps, nous serons très vigilants à ce que notre secteur ne subisse pas une ubérisation des installateurs. Je renvoie à aucune référence, parce qu'il faut se méfier aussi des réseaux sociaux, il faut se méfier de l'ensemble, mais pour parler avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris tout en bas, je peux vous dire que cette crainte est réelle. Donc veillons justement à bien maintenir un niveau de sous-traitance très restreint pour éviter que notre secteur subisse l'ubérisation et la sous-qualification ou la déqualification de nos personnels. Donc on a un gros travail sur l'emploi et la formation, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure. Merci Philippe. Sur la partie généralisation de la fibre à horizon 2025, avec Infranum, donc on a auditionné les candidats à l'élection présidentielle. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par Infranum. Si tu peux les rappeler en quelques mots. Je ne sais pas si je vais réussir à tout rappeler. D'ailleurs, j'ai une anti-sèche là-dessus, mais on a 3 typologies d'actions. Vous savez, on a fait ce travail
en phase préparatoire des élections présidentielles et avec l'humilité qui sied à cet exercice, on sait très bien que on imagine que nos propositions n'ont pas été reprises intégralement dans tous les programmes de tous les candidats. Toutefois, nous jouons le coup d'après, c'est-à-dire la vie avec le futur ministre, voire secrétaire d'État à l'économie numérique et avec le futur gouvernement, de façon à ce que nos attentes puissent être prises en considération et se traduire en réalisation concrète. Alors, on a eu 3 typologies d'approches. D'abord, une approche très pragmatique, ça c'est l'ADN de la filière, qu'on interroge nous-mêmes, il y a tous les corps de métier. L'approche pragmatique, ça va du fait que les délais de réponse des ABF puissent être raccourcis, que dans les constructions neuves, on puisse intégrer le fait que le promoteur interroge l'opérateur d'infrastructure à proximité. Bon, évidemment, ce genre de choses, je ne vais pas toutes les détailler, et évidemment raccourcir le délai de réponse pour le raccordement des immeubles. On voit bien qu'aujourd'hui, Madame la Présidente le rappelait, nous avons une dynamique qui est beaucoup plus portée par les zones rurales. Il y a un reste à faire sans doute un peu plus grand, mais la dynamique qui est portée par les zones RIP. Et il reste pourtant pas mal de choses à faire dans les zones urbaines. Donc une approche bien sûr pragmatique. Nous avons aussi une approche structurante. Nous sommes très concernés par le coup d'après, c'est-à-dire la résilience, la souveraineté de nos réseaux. Et il va falloir s'emparer de ce sujet. Nous avons renvoyé à un Grenelle de la souveraineté et de la résilience des réseaux une demande. Juste pour vous dire à quel point c'est complexe, mais je suis sûr qu'une approche structurante devra être trouvée dans les prochains mois, ou en tout cas à très brève échéance, de façon à permettre une nouvelle dynamique et à permettre à nous éviter de connaître les désastres provoqués par exemple par la tempête Alex. Nous sommes sur des réseaux essentiels. Imaginez la même chose une fois que le réseau fibre est complètement déployé, le même type d'incident ou d'événement catastrophique. Nous aurions de très sérieux problèmes et il y aurait des vies humaines en jeu. Donc il ne faut pas plaisanter avec ça et on trouvera sans doute des solutions. Je sais que certaines sont à l'étude. Également la question des raccordements complexes, qui nécessitent une approche structurante également, pas uniquement financière, même si le 3e axe d'investigation de nos propositions pour la campagne présidentielle a été une approche évidemment économique, avec le financement des compléments, des restes à faire, de la résilience, des raccos complexes, enfin l'ensemble du périmètre, et il faudra être imaginatif. Il est vrai que des acteurs ont pris des engagements, il est vrai aussi que le périmètre évolue et que nous devrons aller sans doute plus loin que ce que nous avions imaginé au début. Donc 3 types d'approches pour l'élection présidentielle, et en attendant qu'on réussisse à aller jusqu'au terme de ce plan FTTH que tu évoquais, Pierre-Michel, jusqu'au terme du 100% fibre, qui est un objectif que nous devons maintenir. Il restera bien entendu l'apport, le concours indispensable des technologies alternatives pour apporter le très haut débit, en tout cas à tout le monde tel que nous le souhaitons tous. Alors justement, sur la partie technologie alternative, en tout cas sur la radio, on a d'ailleurs pas mal d'acteurs qui sont présents dans la radio, et je salue ici Antoine Roussel pour Alsatis. Et lors de la Rodière, rappelé effectivement qu'il y a déjà des bandes de fréquences qui sont utilisables dans le cadre d'expérimentation en particulier pour les industriels, notamment dans la bande dans l'ancienne bande, donc dans la bande des 2,6 gigas. Quelles sont les demandes d'Infranum à ce niveau-là en termes d'accessibilité à ces bandes de fréquences? Oui, tu évoquais d'ailleurs la contribution tout à fait remarquée d'Antoine au comité stratégique de filière, mais j'en profite pour saluer les autres acteurs d'Infranum présents ici dans cette salle, notamment les présidentes et présidents de commission qui sont ici et qui font un travail remarquable. Je crois que Laure de la Rodière a très bien répondu à cette question sur la bande C, l'ouverture de la bande C, la 3,8, 4,2 GHz, qui va normalement impulser une nouvelle dynamique sur la question de la 5G industrielle. La 2,6 GHz TDD n'a pas eu un énorme succès. Et vous l'avez dit, du fait des conditions d'application, le périmètre était trop large, le coût était peut-être pas trop adapté à des petits projets expérimentaux. Mais ce que nous remarquons, au-delà de effectivement la simplification que nous appelons de nos voeux sur la 2.6, collectivement, et d'ailleurs pas que Infranum, mais Infranum au sein du comité stratégique de filière, et avec les opérateurs, avec l'ensemble des acteurs, nous avons pu porter ces propositions-là et nous accordons sur ces mesures, mais nous avons une demande majeure sur le développement de ce marché-là, c'est l'accompagnement à l'industrie 4.0. C'est une évolution, voire une révolution pour notre industrie. S'il n'y a pas cette stimulation du marché, s'il n'y a pas cet accompagnement structurant auprès des acteurs qui vont bénéficier de nos technologies, alors nous serons encore une fois dans une logique de l'offre et pas de la demande. Et cette logique de l'offre
qui régit le marché des télécommunications depuis toujours ne suffit pas pour stimuler les usages. Donc il faut bien sûr ce plan d'accompagnement et c'est ce que nous demandons bien sûr dans les prochaines années. Ça relève du gouvernement hein, et de sa prise en compte de ces enjeux fondamentaux. J'espère que le prochain quinquennat sera aussi actif et dynamique que celui qui se termine aujourd'hui et peut-être celui d'avant, je ne sais pas aussi, de façon à ce que nous continuions dans cette lignée du développement de nos infrastructures numériques. Merci Philippe. J'avais une dernière question sur la partie emploi que j'ai évoquée. Les 40 000 équivalents temps plein mobilisés depuis quelques années au pic des déploiements. Comment vois-tu les relais d'activité à court et moyen terme? J'espère voir ça de façon responsable. C'est-à-dire que oui, nous avons des enjeux inévitables. Hein. On sort d'un chantier qui a mobilisé des milliards et des milliards d'euros. On le termine. En aparté, effectivement, on discutait en se disant que, certes, les raccordements viendront hein, compenser la baisse de déploiement initiaux, les raccordements des clients nouvellement abonnés. C'est la raison pour laquelle la mobilisation de nos forces vives dans les territoires pourra durer encore quelques années sans trop de crainte, mais ne pas prévoir l'avenir maintenant pourrait conduire à une catastrophe industrielle, disons les mots tels qu'ils sont, vis-à-vis des emplois dans les territoires. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, Infranum s'est emparé de beaucoup de sujets. Et nous travaillons là-dessus, mais pas seul, hein, bien entendu, on ne peut rien faire seul, mais on travaille sur la première chose qui peut-être donnera un grand ballon d'oxygène à cette industrie, mais qui est formidable, cette industrie qui s'exporte, cette industrie qui a un savoir-faire inestimable. Il y a eu combien de plans France très haut débit comme celui de la France? Combien de personnes aussi qualifiées, aussi formées, aussi compétentes que celles dont nous pouvons disposer sur notre territoire français? Il faut capitaliser sur cette richesse. On va le faire. On va le faire d'ailleurs parce que, inévitablement, des milliards d'euros devront être injectés dans la souveraineté et la résilience de nos réseaux. Hein. Alors, je vous passe les détails des opérations qui devront être réalisées entre l'effacement des réseaux, la redondance d'adduction des NRO, le déplacement des PM qui sont en zone inondable et que sais-je encore comme exemple. Tout ça, ça va mobiliser notre filière et sans doute pour 10 années, à condition qu'on trouve un bon vecteur pour réussir à lancer ce projet. On vient de parler de la fin du cuivre. La dépose du cuivre est un chantier. Ce n'est pas un chantier aussi gros que le chantier du plan France Très haut débit, mais quand même, ça devrait occuper notre industrie qui sera à l'époque encore plus compétente, formée, qualifiée, qui sera irréprochable dans ses process. Et forcément, nous nous projetterons là-dessus. Après, il y aura l'exploitation des réseaux, mais surtout deux nouveaux chantiers sur lesquels nous avons beaucoup investigué. On a eu, par Michael Travaglia, un brillant exposé des enjeux de la 5G, cette nouvelle façon de concevoir des réseaux. Le déploiement des infrastructures mobiles, ce n'est pas des centaines de millions d'euros, c'est beaucoup plus. Et là aussi, les acteurs de la filière pourront être mobilisés dès lors qu'ils auraient été suffisamment formés aux nouvelles conceptions de réseaux, aux nouvelles pratiques de déploiement. Et il y a quand même du travail, effectivement, y compris de réemploi. L'EDEC, qui a été signé d'ailleurs, est un EDEC, en décembre dernier, hein, est un EDEC, non plus sur la fibre optique, mais sur les infrastructures numériques. Ça dit beaucoup de choses. Et je pense que les infrastructures mobiles sont un nouveau vecteur. Et je terminerai par le sujet qui défraye la chronique tout le temps, dont on parle sans arrêt, et qui va bien finir par sortir avec des plans massifs de la part des collectivités sur les territoires connectés et durables, dont vous savez que le moindre projet, si je prends les deux projets phares dont on parle tout le temps, que sont Dijon et Angers, ce chiffre en centaines de millions d'euros à chaque fois, mobilise tout un tas d'acteurs. On va un peu plus loin dans la chaîne de valeur. Là encore, il y a des enjeux de formation. Mais l'avenir est ce que nous autres ferons. Et pour que nous soyons à la hauteur de ces enjeux-là, il faut, et heureusement le travail a déjà été commencé depuis bien longtemps, il faut être très pragmatique, très opérationnel et réussir à structurer le marché. On a besoin de nos partenaires institutionnels et financiers pour y arriver. C'est ce que nous faisons et ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Merci Philippe.